Donc je dis quelques considérations peut-être un peu générales, et puis ensuite vous aurez un témoignage plus concret, empirique, pratique de la part de Patricia et de Pierre à ma droite. Alors, pourquoi est-ce que la question du financement de la transition énergétique, au fond, de mon point de vue, est en réalité le nerf de la guerre dans toute cette affaire? Si vous suivez ce colloque, vous avez certainement compris, si vous n'en étiez pas déjà convaincu, que la transition écologique, pour faire large, qui contient, mais ne se résume pas à la transition énergétique, c'est probablement le grand projet de nos sociétés pour le siècle qui commence. Vous en connaissez les grandes étapes, au moins pour un pays comme la France. Elles ont été relativement bien décrites l'an dernier par le comité des experts pour le débat national, auquel Adrien vient de faire allusion. Certainement, il faut commencer d'une manière ou d'une autre par la rénovation thermique des bâtiments, du bâti. Ensuite vient la question de la mobilité. Ensuite vient la question du verdissement, pour faire simple, des processus industriels et agricoles. Pourquoi est-ce que c'est un véritable projet de société? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de colmater les brèches dans les toits des maisons. Ça engage complètement, par exemple, une redéfinition complète de l'aménagement du territoire en France. Donc un certain nombre d'urbanistes travaillent à la question qu'est-ce que c'est qu'une ville durable en France en 2050? Et en gros, le schéma qui a l'air de devenir prédominant, c'est des petites villes très denses, avec du transport urbain à l'intérieur des villes, de manière que plus personne n'utilise de voitures à moteur à explosion dans les villes, de la polyagriculture autour des villes, avec des circuits courts, le tout relié par du train ou des cars, quand c'est pas possible de mettre des trains, et quelquefois des autoroutes électriques. Donc vous imaginez bien que ça ne va pas se faire en 2 jours, et qu'on en a pour un siècle. On va pouvoir s'adonner à notre sport favori, qui est celui de savoir si le train doit passer dans telle ou telle commune, vous voyez. Mais au-delà de ça, c'est c'est une nouvelle société que nous devons faire émerger. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a un certain nombre de scénarios qui ont été décrits l'an dernier par le Comité national. Donc nous avons des propositions de feuilles de route qui ont été rassemblées en 4 grandes familles, que je ne vais pas décrire parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier ici, mais simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas dans la nuit totale, ce n'est pas la nuit obscure de Jean de la Croix. On a quelques feuilles de route dont on peut discuter, qui devraient au fond faire l'objet d'un véritable débat démocratique. De mon point de vue, c'est ça qui devrait être l'enjeu majeur du débat public en France aujourd'hui, c'est quelle société voulons-nous pour demain et du coup, quel chemin choisissons-nous pour y parvenir? Vous connaissez bien les enjeux, plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de gaz de schiste, etc. Si on veut se désengager du nucléaire, à quelle vitesse? Bon. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a des scénarios possibles. L'autre bonne nouvelle, c'est que techniquement, au moins les premières étapes sont réalisables. On n'a pas besoin d'une révolution technologique pour engager la transition énergétique dans un pays comme la France. On sait faire au moins les premières étapes, c'est pas la difficulté. Et puis par ailleurs, vous le savez aussi, on en a beaucoup parlé dans ce colloque, la question de l'effet rebond est cruciale, c'est-à-dire, vous savez bien, à chaque fois qu'on fait des progrès dans l'efficacité énergétique, il y a un risque que l'on profite de ce progrès pour laisser libre cours à notre gourmandise énergétique. L'exemple classique, c'est la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie qu'elles consomment que les voitures des années 70. Mais au total, elles consomment à peu près autant d'énergie que leurs ancêtres des années 70, parce qu'entre-temps, nous les avons bourrés de gadgets qui n'existaient pas dans les années 70. Bientôt, on pourra raser le conducteur pendant qu'il conduit, etc. Vous voyez, voilà. Donc, au fond, à chaque fois qu'on fait, très souvent, à chaque fois qu'on fait un progrès, on en perd au fond les fruits parce que nous sommes spontanément très gourmands en énergie. Donc, il y a un enjeu fondamental, quel que soit le scénario choisi, quel que soit le type de société qu'on veut voir naître, qui est d'apprendre ensemble, collectivement, c'est un apprentissage collectif, à surmonter la tentation de l'effet rebond. Et ça suppose une population éduquée, ce qui veut dire qu'il nous faut des pays dans lesquels il y a de bons ingénieurs, ça c'est l'enjeu technique, où on peut débattre publiquement entre nous avec une population éduquée qui est capable de surmonter l'effet rebond. Et puis des pays riches quand même, parce que, je vais y arriver dans une seconde, tout ça coûte un bras malgré tout. Donc si vous mettez ensemble ces différents critères, vous voyez qu'au fond, il n'y a que 2 régions sur la planète qui peuvent le faire, de mon point de vue. Je suis peut-être un peu caricatural, mais c'est l'Europe et le Japon. Aux États-Unis en particulier, c'est pas clair qu'on ait la population éduquée nécessaire pour le faire. Mais là, je m'engage un peu. Donc c'est le véritable projet de société pour l'Europe, dès aujourd'hui, pour demain et pour la totalité du siècle, à mon avis. Du coup,
Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est la raison de cette table ronde. Ce qui bloque, en partie au moins, c'est la question du financement. Combien ça coûte? Évidemment, ça coûte. Donc le chiffrage dépend complètement du type de scénario que vous avez choisi. Mais voilà. Donc il y a des chiffrages qui circulent sur la table. Si on voulait, par exemple, engager la totalité des chantiers que je vous ai décrits très rapidement pour un pays comme la France, certains ingénieurs chiffrent à quelque chose comme 100 milliards d'euros par an tous les ans. Si on voulait raisonnablement tout faire. Bon, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Oui. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est de la dizaine à la centaine de milliards par an, tous les ans, pour un pays comme la France. Pour la zone euro, vous multipliez par 5. Bon. Donc vous voyez que, à la fois, ce sont des sommes qui ne sont pas du tout négligeables, surtout dans le contexte de contraintes budgétaires fortes, de déflation forte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et en même temps, ce ne sont pas des sommes pharaoniques. 100 milliards, c'est pas grand-chose par rapport au PIB français qui pèse 2000 milliards. Donc la question, c'est où est-ce qu'on trouve le financement? Alors, sur la question du financement, je vais aborder au fond 2 points. Le premier, le financement public, le second, le financement privé. Et avant ça, je vais écarter une solution immédiate, trop simple au fond, qui est la suivante. Au fond, il y a beaucoup de liquidités qui circulent sur la planète. Il n'y a jamais eu autant de liquidités en circulation qu'aujourd'hui. Pourquoi? Essentiellement à cause des politiques on pourrait dire, laxisme monétaire, mais il n'y a pas de jugement moral à porter, de quantitative easing des grandes banques centrales, notamment depuis 2007, mais en réalité depuis le milieu des années 90. Vous le savez sûrement, les banques centrales créent énormément de monnaie. Le taux de croissance de la base monétaire, c'est-à-dire de la monnaie créée par les banques centrales dans les principales économies du monde, depuis le milieu des années 90 jusqu'en 2007, c'était 15% par an, ce qui est considérable. Depuis 2007-2008, c'est 30%. En moyenne, si je prends essentiellement Europe, États-Unis, Japon. Donc c'est beaucoup. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monnaie qui circule. Et donc la première réponse d'un économiste, c'est au fond, ne vous cassez pas la tête, il y a de l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suffit de construire la canalisation qui permet de pomper l'argent là où il est et de l'investir au bon endroit. Par exemple, vous voulez rénover thermiquement les bâtiments en France, allez chercher l'argent là où il existe. Et au fond, c'est pas si compliqué que ça. La difficulté, c'est que nous avons des marchés financiers qui captent cette liquidité, qui jouent un rôle, mutatis mutandis, analogue à celui des trous noirs en physique. Alors vous savez, les trous noirs, ça absorbe la totalité de l'énergie, de l'information, de la lumière, et ça ne restitue rien au reste de l'univers. D'une certaine manière, les marchés financiers jouent un peu ce rôle-là, dans la mesure où ils continuent de promettre aujourd'hui des rendements sur investissement qui sont exorbitants par rapport à ce que l'économie réelle peut proposer. Vous continuez aujourd'hui d'avoir des rendements de 8%, 9% par an sur les marchés financiers. Évidemment, au prix de risques considérables, mais vous n'avez aucun investissement réel dans une économie qui n'a pas de croissance qui peut rapporter 8% par an raisonnablement. Ça n'existe tout simplement pas. Ce qui fait que la liquidité créée et injectée dans l'économie migre très rapidement vers les marchés financiers où elle alimente des bulles à répétition. Aujourd'hui, comme vous le savez, les cours boursiers, les principaux cours boursiers de la planète ont atteint des altitudes supérieures à celles qui étaient la leur avant la crise de 2007, alors que l'économie réelle de la planète, en particulier en Europe, n'a absolument pas tourné la page de la crise financière, laquelle, comme vous le savez, s'est transformée en une crise des dettes publiques, etc. Ce qui veut dire qu'on a de nouveau un découplage complet, à mon avis, entre le niveau des cours boursiers et l'économie réelle, ce qui veut dire de nouveau qu'il y aura forcément une correction tôt ou tard. Qui dit correction veut dire quelque chose qui ressemble à un crack d'une manière ou d'une autre. Alors, la difficulté, pour revenir à notre question, c'est construire de la tuyauterie qui permettrait d'aller pomper la liquidité surabondante là où elle est pour l'investir dans l'économie réelle. C'est très compliqué, parce que ça suppose d'attirer de l'argent qui est naturellement hypnotisé par des rendements de 8-9% par an sur les marchés financiers. Vous voyez ? Et au fond, pour aller très vite, de mon point de vue, ça c'est la question de la réglementation des marchés financiers. En réalité, je vais très vite, on ne peut, me semble-t-il, mais là je prends aussi une option, avancer sur ce chapitre-là que si, au fond, on s'engageait politiquement et collectivement à réduire considérablement ce qu'on appelle l'effet de levier sur les marchés financiers, de manière qu'il ne soit plus possible pour les acteurs financiers avec très peu de capitaux propres, réaliser des opérations avec des montants considérables, dont du coup le rendement peut être considérable également, et en tout cas très nettement supérieur à tout ce qui est faisable dans l'économie réelle.
Donc réduire, rendre plus raisonnable et modeste l'effet de levier sur les marchés financiers, ça aussi c'est un programme énorme qui nous attend et que nous ne réaliserons probablement pas dans les 6 mois qui viennent. Du coup, comme la transition écologique est urgente, à cause au moins des questions climatiques, nous ne pouvons pas, me semble-t-il, nous permettre d'attendre. Donc il faut trouver d'autres moyens. Alors, le second moyen le plus immédiat, c'est de se tourner vers le secteur bancaire privé. Pourquoi peut-on se tourner vers le secteur bancaire privé alors que je viens de dire que c'est compliqué de canaliser de la monnaie déjà existante? Eh bien parce que une banque, par définition, est une institution financière qui a le droit de créer de la monnaie. Alors, je passe 2 minutes là-dessus parce que souvent il y a beaucoup de confusion dans ce débat-là sur le rôle du secteur bancaire dans le financement des investissements. Nous avons l'habitude de penser à une banque comme étant une institution qui prête de la main gauche ce qu'elle emprunte de la main droite. Et quelquefois d'ailleurs, lorsque je vais voir mon banquier, certainement pas Patricia qui est à ma gauche, mais un autre, et que je lui demande un emprunt et qu'il me le refuse, il me dit « Mon brave garçon, voilà, les temps sont durs, j'arrive pas à trouver de l'argent sur les marchés, j'en ai plus en caisse, je peux plus vous en prêter. » Alors du coup, ça maintient, si vous voulez, l'image que beaucoup d'entre nous ont dans leur tête, qu'une banque, c'est une institution financière qui est un intermédiaire, si vous voulez. Or, en réalité, c'est pas le cas. Ça, c'est justement ce que je viens de décrire, c'est une institution financière non bancaire. Une banque, c'est quelque chose qui a reçu historiquement de l'État la délégation du droit de frapper monnaie. Et lorsque vous empruntez de l'argent à une banque, elle est en mesure de créer de la monnaie. Ex nihilo. Elle écrit sur un écran d'ordinateur, je prête X à monsieur Dupont. Alors, je ne dis pas qu'elle peut créer une quantité arbitraire, je ne dis pas qu'elle est obligée de le faire, et je ne dis pas que ça ne lui coûte rien. C'est-à-dire, elle a évidemment, cette banque, un certain nombre, ce qu'on appelle des ratios à respecter. Donc elle peut créer une certaine quantité de monnaie, si vous la lui demandez, donc il faut qu'il y ait une demande en face, évidemment, une demande de monnaie, à condition qu'elle continue de respecter dans son bilan un certain nombre de contraintes qui lui sont imposées à juste titre par le régulateur. Et puis, il lui faut également, tôt ou tard, transférer la monnaie qu'elle vous a créditée sur votre compte. Vous-même, alors supposez par exemple que j'emprunte de l'argent à Patricia qui est à ma gauche. Donc elle me fait un crédit, admettons qu'elle me prête 100, voilà, et avec ces 100, j'achète un appartement d'Adrien. Admettons qu'Adrien soit un riche propriétaire foncier à Paris. Et donc du coup, ce que va faire Patricia, en fait, c'est créditer le compte en banque d'Adrien de 100. Admettons qu'Adrien ait son compte en banque dans la banque de Pierre qui est à ma droite. Du coup, ça veut dire que moi, en réalité, j'ai 15 jours pour aller créditer le compte de Pierre de 100. Ça va? Vous êtes d'accord? Donc au niveau de l'économie réelle, j'ai acheté un appartement à Adrien, et au niveau du miroir de l'économie réelle que constituent les transactions bancaires, Patricia, à ma gauche, doit créditer de 100 un compte dans la banque de Pierre. Ça va? Sauf que j'ai 15 jours pour le faire, je ne suis pas du tout obligé de le faire tout de suite, et pendant ces 15 jours, il y a plein d'autres opérations qui vont s'effectuer dans l'autre sens. Il y a des tas de clients de Pierre qui vont transférer de l'argent dans la banque de Patricia. Ce qui fait que, au bout de 15 jours, peut-être qu'en réalité, si on appure l'ensemble des transactions et qu'on ne fait que les transactions nettes, peut-être qu'il y a quelque chose comme 15. Ça dépend de la taille des banques, évidemment. Mais en réalité, dans 15 jours, Patricia ne devra verser que 15 dans le compte de Pierre. Ces 15, où va-t-elle les trouver? Alors, soit elle les a déjà, soit elle les emprunte sur le marché interbancaire, soit elle les emprunte à la Banque Centrale Européenne. Et depuis 2008, comme le marché interbancaire a été complètement tétanisé par la crise financière, beaucoup de banques se sont mises à emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne, laquelle, par son mandat, est tenue de prêter aux banques qui le lui demandent, avec évidemment un certain taux d'intérêt. Mais la Banque Centrale ne peut pas refuser à une banque. Donc si Patricia se retourne vers la Banque Centrale Européenne et lui dit « j'ai besoin de vous emprunter 15 parce que je dois créditer le compte de Pierre de 15 et je ne les ai pas », la Banque Centrale ne peut pas refuser de les prêter à Patricia, avec un taux d'intérêt. Évidemment, ça coûte de l'argent à Patricia. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire la création monétaire. Donc vous voyez bien que Patricia a quand même vraiment créé 100, et à la fin, elle a un coût qui lui est imputé, peut-être, sur les 15 qu'elle doit emprunter, éventuellement, à la Banque Centrale Européenne ou sur le marché interbancaire. Donc il y a un certain coût à la création monétaire, qui est très faible aujourd'hui, puisque le taux de la Banque Centrale Européenne est quasi nul. Mais ça va, vous saisissez un peu. Et donc, au fond, et c'est ça qui est important, les banques, quand elles créent de la monnaie, elles accordent un crédit, elles mettent la Banque Centrale Européenne éventuellement devant le fait accompli
d'avoir créé de la monnaie et de devoir être très partiellement refinancé, aujourd'hui à coût quasi nul, par la Banque Centrale Européenne. Voilà, j'insiste là-dessus pour qu'on comprenne bien que c'est pas la Banque Centrale Européenne qui d'abord prête de l'argent aux banques, lesquelles reprêtent la monnaie qui leur est donnée par la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est le schéma classique de ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire, qui est faux, qui n'est pas ce qu'on observe dans la réalité, mais qui peuple des dizaines de manuels de microéconomie bancaire, malheureusement. La réalité, ça se passe dans l'autre sens. Ce sont les crédits qui créent les dépôts. Et donc, je commence par demander de l'argent à Patricia, qui le crée pour moi et qui met ensuite ex post la Banque centrale devant le fait accompli, de devoir éventuellement la refinancer si, 15 jours après, elle n'a pas les liquidités nécessaires pour apurer, solder son compte avec Pierre. Ça va ? Donc, on pourrait dire au fond, il suffirait, pour être très simpliste, de demander gentiment à nos banques de créer la monnaie nécessaire pour financer la transition, puisque vous avez compris que c'est possible. Et c'est un autre canal que le canal qui consiste simplement à aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, là où il existe déjà. Je dis ça au sens où, au fond, nous avons l'habitude de raisonner beaucoup à quantité de monnaie constante, alors qu'en réalité, la quantité de monnaie en circulation ne cesse d'augmenter, et qu'elle augmente en partie, grande partie, grâce à la création monétaire des banques privées. Un interlude là-dessus de 30 secondes. Est-ce que cette création monétaire est inflationniste ? Je le dis tout de suite parce que forcément ça vous traverse l'esprit. On nous rebat les oreilles tous les jours sur l'idée que, au fond, la planche à billets, c'est toujours inflationniste. D'une certaine manière, c'est le péché central de nos sociétés. Je reviendrai là-dessus dans la troisième partie sur le financement public. Vous comprenez bien que la création monétaire par les banques privées ne peut pas être ipso facto inflationniste, sinon il faudrait fermer nos banques, toutes nos banques, demain matin. C'est juste pas possible que, comme telle, la création monétaire soit toujours inflationniste. Alors maintenant, si vous raisonnez 15 secondes, supposez que à ma gauche, j'ai la montagne de billets en circulation qui constitue, pour simplifier, la masse monétaire qui a été créée. Et puis à ma droite, j'ai le gâteau France, par exemple. L'économie réelle France, la valeur ajoutée par l'économie réelle France sur une année. Si, vous voyez que le niveau général des prix, c'est le rapport des deux. C'est-à-dire, c'est cette quantité de monnaie qui a servi à financer les transactions du gâteau France. Ça va ? Donc le niveau général des prix, c'est le rapport entre la taille de la montagne de billets à ma gauche et du gâteau France à ma droite. Ça va ? Si maintenant la montagne de billets augmente très vite et que la taille du gâteau France n'augmente pas, évidemment, vous avez de l'inflation. Vous avez la même chose à acheter et il y a plus de billets pour l'acheter. Et comptablement, vous êtes obligé d'utiliser la totalité de ces billets pour l'acheter. Donc, il y a de l'inflation. Le niveau général des prix augmente. Si c'est le contraire, la quantité de monnaie en circulation n'augmente plus et la taille du gâteau France augmente, vous avez de la désinflation. Le niveau général des prix baisse. Si les deux augmentent à la même vitesse, vous n'avez pas d'inflation. Et donc tout l'enjeu de la création monétaire, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire augmenter la quantité de monnaie en circulation ? Puisque j'ai dit qu'au fond, raisonner à quantité de monnaie constante, c'est très compliqué. Ça nous renvoie au thème de la régulation financière. Donc ça, je l'oublie une seconde. Si je me dis, il faut la création monétaire pour réussir à financer la transition, la vraie question, c'est est-ce que je peux faire augmenter la quantité de monnaie en circulation à la même vitesse, en gros, que la taille du gâteau France ? Dit encore autrement, est-ce que les investissements de la transition écologique ou énergétique que je vais pouvoir financer seront de nature à faire grossir la taille du gâteau France à peu près à la même vitesse que la quantité de monnaie que j'aurais créée pour ça ? Oui, c'est ça le vrai enjeu. Si j'y arrive, il n'y a aucune raison qu'on ait de l'inflation. Exemple, pendant les 30 Glorieuses, nous avons eu de l'inflation, évidemment, mais une croissance phénoménale, financée évidemment par du crédit bancaire, évidemment. On n'était pas du tout à monnaie constante entre 45 et 75. Bon. Et on a très bien vécu avec cette inflation-là qui était entre 6 et 10% et qui était due évidemment à des difficultés d'ajustement entre les deux montagnes. Puis à part Dieu le Père, personne ne peut contrôler la vitesse exacte d'augmentation des deux montagnes. Donc on est constamment en train de s'ajuster, mais tant que ça fait augmenter la taille du gâteau France, c'est très bon. Évidemment, j'évacue tout de suite le débat sur est-ce qu'il faut de la croissance. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la croissance. La taille du gâteau peut représenter une mesure de la prospérité de l'économie qui ne se ramène pas au PIB. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est que le secteur bancaire européen, pour être généreux et large, pas seulement le secteur bancaire français, est en grande difficulté pour jouer son rôle de créateur monétaire à destination des investissements pour l'économie réelle.
D'où, par exemple, les politiques de plus en plus non conventionnelles qui sont mises en œuvre par la Banque centrale européenne, qui voit bien qu'il y a un véritable assèchement du crédit bancaire du côté de l'économie réelle. Pourquoi est-ce que les banques sont en difficulté? Pour des tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Peut-être Pierre pourra nous en dire davantage. Disons qu'elles ont beaucoup souffert de la crise financière. En réalité, une bonne partie d'entre elles n'a pas tourné la page de la crise financière non plus, contrairement aux pages de publicité qui ont circulé dans certains grands organes de presse. Elles ont des bilans toujours très très fragiles. Si nous avons un nouveau krach financier de même amplitude que celui de 2008, de mon point de vue, nous avons de nouveau tous nos géants bancaires qui sont à genoux. Je pense qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire, une réédition de 2008 provoque de nouveau la faillite de toutes nos banques. Et je rappelle que toutes nos grandes banques étaient en faillite fin 2008. Si l'État n'était pas intervenu, elles ne passaient pas la Saint-Sylvestre. Bon. Donc elles ont des difficultés pour prêter. Du coup, et c'est mon troisième point, je vais m'arrêter là, la troisième possibilité, c'est le financement public. Alors on se dit a priori, c'est très simple. En réalité, jusqu'à une date récente, le roi avait le droit de frapper monnaie. Donc il devrait pouvoir lui aussi utiliser le pouvoir de création monétaire et se substituer aux banques privées. La difficulté là, c'est que nous vivons depuis 40 ans au moins avec la mise en place d'institutions qui ont retiré des États le droit de création monétaire, le pouvoir de création monétaire. Aujourd'hui, à l'intérieur du traité de Maastricht, les États n'ont plus le pouvoir de création monétaire, c'est la BCE qui le détient, et les banques privées. Mais l'institution politique comme telle n'a plus ce pouvoir. En France, pour être plus précis, ça remonte au moins à la loi de 1973, qui n'interdit pas au fond les prêts de la Banque de France au Trésor, mais qui les rend très difficiles. La procédure pour que le Trésor puisse demander à la Banque de France de lui prêter à taux nul devient très compliquée à partir de 1973, et de facto, l'État français ne poursuit quasiment plus ce type de pratique. De sorte que l'État français, du coup, comme tous les États ouest européens à partir du milieu des années 70, se trouve contraint de devoir emprunter sur les marchés financiers l'argent dont il a besoin pour financer ses dépenses publiques. Et vous voyez que ça oriente l'État, dans son action politique, vers une conception du monde à monnaie constante. L'État lui-même va aller chercher sur les marchés financiers la monnaie déjà existante qui financera sa dépense publique. Donc on est passé d'un monde où l'État se finançait auprès de sa banque centrale à lui, la Banque de France pour la France, et donc il crée de la monnaie, forcément, vers un monde, une représentation du monde où on raisonne très très couramment à quantité de monnaie constante, et où, si ça coûte très cher à l'État d'aller emprunter sur les marchés financiers de la monnaie déjà existante, eh bien il ne peut plus l'emprunter. Ça, c'est la crise des dettes souveraines en Europe. Vous voyez ? Et ça donne évidemment aux marchés financiers un droit de regard, de jugement sur la qualité de la politique publique mise en œuvre, et si les marchés financiers estiment que ce n'est pas intéressant de financer la transition écologique, ils ne le feront pas. Vous voyez ? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces institutions? Et je vais vraiment m'arrêter là. Au fond, il y a une certaine défiance à l'égard de la conjonction entre le pouvoir politique et le pouvoir de création monétaire qui habite la conscience des élites européennes, américaines et japonaises depuis un grand nombre de décennies. L'origine immédiate de ceci, c'est ce que nous avons, nous, infligé à l'Allemagne en 1919 et en 1945. Au terme de ces deux guerres, nous avons fait 2 fois la même bêtise, qui a été d'obliger la Banque centrale allemande à être complètement indépendante du pouvoir politique allemand. C'était déjà le cas au traité de Versailles, c'était de nouveau le cas entre 1945 et 1949, lorsque nous avons présidé à la reconstitution politique de l'Allemagne de l'Ouest et à la création de la Bundesbank. Dans les deux cas, par crainte que le pouvoir politique allemand puisse utiliser la planche à billets de manière à financer un effort de réarmement, nous avons obligé l'Allemagne à séparer complètement les institutions bancaires des institutions politiques. Et il se trouve qu'à la fin des années 60-70, une bonne partie des élites ouest européennes se dit « mais au fond, ça marche très bien, ce système ». Et le miracle allemand, d'une certaine manière, vient en témoigner, ou donne l'impression que ce n'est pas une si mauvaise idée de séparer le pouvoir de création monétaire du pouvoir politique. Et là-dessus, vous ajoutez la grande vague très, très, disons, néolibérale des années 70, qui accrédite l'idée que lorsque l'État a le pouvoir de création monétaire, il l'utilise à tort et à travers pour faire des cadeaux électoraux, et que ça fait de l'inflation. Et si en plus vous êtes persuadé que la création monétaire est ipso facto inflationniste, vous avez bouclé la boucle. Vous comprenez que donner le pouvoir de création monétaire à l'État devient la pire des horreurs. Ça va? Vous suivez un peu le raisonnement? Mais évidemment, vous avez compris que toutes les étapes de ce raisonnement sont fausses. La création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste. Ce n'est pas parce que je confie le pouvoir de création monétaire à l'État qu'il en fait forcément n'importe quoi. D'ailleurs, pour ce qui est de la France, il y a quand même une question sociologique à poser. La plupart des dirigeants des banques privées sont des hauts fonctionnaires de l'État.
Donc je pose la question de savoir pourquoi, lorsqu'il dirige une banque privée et qu'il crée la monnaie dans une banque privée, c'est pas inflationniste, mais s'il le faisait à l'intérieur de la Banque de France, ce serait inflationniste. Vous voyez, pourquoi? Et alors, si je remonte encore un peu en amont, et ce sera le mot de la fin pour ce qui me concerne, et je crois qu'il y a un traumatisme plus profond qui légitime cette espèce de fantasme qui veut que la création monétaire publique soit toujours une espèce de catastrophe. J'en veux pour preuve ce qu'on peut voir dans sur les murs des grandes salles de conférence de la Bundesbank en Allemagne à Francfort. Donc la Banque centrale allemande, pas la BCE, la Banque centrale allemande. En fait, sur ces murs-là, dans les conférences où se réunissent les hauts fonctionnaires allemands, vous trouvez une citation du Faust II de Goethe, en allemand. Dans la deuxième partie du Faust de Goethe, vous en souvenez peut-être, le Kaiser, l'empereur, est en faillite. Il a des dettes publiques colossales qu'il ne sait pas comment financer. Et puis il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Sire, vous avez des problèmes de finances publiques, mais c'est très simple. Regardez ce beau billet, il suffit d'imprimer des billets. Imprimez des billets pour solder vos comptes et vous verrez, tout se passera bien. » Et celui qui lui dit ça, c'est Méphistophélès. C'est le diable. Et donc, nos braves fonctionnaires allemands, quand ils vont au boulot tous les jours, ils lisent sur les murs le diable qui dit au prince, « Prince, c'est simple, il suffit d'imprimer des billets pour vous tirer d'affaire. » Donc évidemment, après 50 ans de ce traitement-là, vous êtes convaincu, vous ne savez plus trop pourquoi, mais vous êtes convaincu que la création monétaire publique, c'est vraiment le péché originel. Et je crois au fond que historiquement, ça vient d'un malaise encore plus ancien et plus profond. Ça ne remonte pas simplement au XVIIIe siècle, mais l'origine de ceci, de notre fantasme, parce que c'est vraiment un fantasme dont je crois il faut nous débarrasser, ça vient de la complainte qui traverse tout le Moyen-Âge sur le roi faux-monnayeur. Le roi faux-monnayeur, c'est le roi qui crée la monnaie, mais qui produit des pièces de monnaie dont le contenu en or ou en argent ne correspond pas à la valeur faciale de cette monnaie. Et alors vous avez l'exemple paradigmatique de ceci, c'est le traité de la monnaie de Horismus, qui est un grand intellectuel allemand du XIVe, XVe siècle, un moine bénédictin, qui écrit un traité de la monnaie, savant, dans lequel il commence par dire « La pire des vilainies, le péché des péchés chez nous, c'est l'activité de faux monnayage par le roi. » Parce que ça, c'est vraiment la plaie des peuples. On crée de la monnaie qui ne vaut plus rien, et le roi fait ça, en fait, pour financer la guerre. Alors ça, c'est une complainte qui alimente tout le Moyen-Âge, et qui, à mon avis, a créé certainement une espèce de soubassement inconscient dans la conscience européenne, qui veut qu'on achète très facilement l'idée selon laquelle, lorsque le roi crée la monnaie, ça se termine toujours très mal. Alors qu'historiquement, on a plein d'exemples contraires. Les 30 Glorieuses sont le contre-exemple majeur de cette idée fausse selon laquelle le financement public, c'est péché. Vous voyez ? Voilà. Évidemment, il y a une confusion énorme. C'est pas parce que je crée de la fausse monnaie que, quand je crée de la fausse monnaie, bien sûr, je trompe tout le monde sur la quantité de monnaie en circulation. Lorsque je crée de la monnaie pour financer un investissement qui fait grossir la tête du gâteau à la même vitesse à peu près que la quantité de monnaie en circulation, je finance simplement l'économie réelle. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais que dans l'inconscient collectif, l'une se superpose à l'autre pour alimenter notre fantasme, à mon avis, c'est tout à fait possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gaël.